Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast Dauphine numérique qui prend une demi-heure pour comprendre l'importance que l'intelligence artificielle et les technologies numériques prennent dans nos vies. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie ? Voyager. Papa et maman. Être heureuse. Avoir du temps. L'argent. La famille. Le bonheur. Pour jeux de société. La santé. Oui, ok, c'est pas faux. Mais c'est étrange, personne ne cite la démocratie dans les choses les plus importantes. Pourtant, ce n'est pas à négliger non plus. On commence à bien identifier les menaces que font peser les algorithmes sur la démocratie. Trump, l'invasion du Capitole, mouvement complotiste, manipulation de notre accès à une information vérifiée. Nos chères IA serviraient-elles à nous surveiller et nous empêcher d'avoir accès aux informations importantes, notamment sur les réseaux sociaux ? Mais l'on s'attarde un peu moins sur comment les IA peuvent améliorer notre démocratie, la rendre plus juste et plus représentative par exemple. Est-ce que les algorithmes peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions ? Ex Machina, épisode 3, numérique, information et démocratie, les algorithmes au pouvoir. Je suis aujourd'hui dans les studios de l'Institut pratique du journalisme de Dauphine avec Jérôme Lang et Alexandra Lauzin pour savoir si l'avenir ou le présent de nos démocraties passe obligatoirement par la case algorithme. Et si oui, pourquoi et comment ? Jérôme Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au LAMSAD de l'Université Paris-Dauphine PSL. Le LAMSAD, c'est le laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes pour l'aide à la décision. Ouais, tout ça. Vos recherches portent sur les décisions de groupe, les budgets participatifs, les sondages, ainsi que l'explicabilité et l'acceptabilité. Oui. Alexandra Lauzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également membre du LAMSAD de Dauphine et professeur à l'ESPCI, c'est l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Vos champs, ce sont les sciences de données, le machine learning et le deep learning, les traitements automatiques des réseaux de neurones. Vous créez des algorithmes de traitement automatique des langues naturelles et en particulier la traduction automatique, la reconnaissance de parole ou l'analyse, encore une fois automatique, de données textuelles. Bref, le text-to-voice n'a pas de secret pour vous et la transcription automatique de voix non plus. Tout à fait. Alors pour commencer, je vais vous poser une question un peu béate, un peu bébête. Je pensais que la démocratie, c'était une affaire de personnes. Qu'est-ce que les machines viennent faire là-dedans ? Plutôt que de machines, moi je parlerais d'algorithmes. À la limite, les algorithmes, on peut les faire tourner sans machine, même si ça risque de prendre des siècles. Les algorithmes, ils sont là pour faire l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a les individus, les citoyens qui expriment leurs préférences. Et puis l'algorithme, il calcule le résultat. Il est là pour faire l'intermédiaire. Oui, tout à fait. Je pense que les algorithmes, plus que les machines, interagissent avec nous, en tout cas, dans l'accès à l'information, dans notre vie privée, dans notre vie publique, et donc notre rapport à la démocratie. Est-ce que, Alexandre, vous pouvez être un peu concret sur justement ce rapport à la démocratie, en quoi ces machines et ces algorithmes impactent la démocratie ? Si par exemple, la démocratie, comme était dit dans l'introduction, est une affaire de personnes, les personnes, elles doivent avoir un accès à l'information, si elles doivent participer à une décision, elles doivent être éclairées et avoir accès à des connaissances. Et ça, les algorithmes d'accès à l'information régissent un petit peu aujourd'hui notre accès à l'information et aussi notre manière d'interagir entre nous, de partager cette information et donc aussi de partager nos opinions. Donc, si on est confronté à vouloir se renseigner sur un sujet avant, par exemple, d'aller voter ou de prendre une décision, on est confronté à un moment ou à un autre à des algorithmes de tri, de ranking, comme on dit, de l'information. Ah oui, donc Alexandre se situe un peu en amont, se préoccupe de l'accès à l'information. Moi, je me situe un peu en aval, avec l'expression des préférences par les citoyens. Quand on vote, par exemple, on exprime des préférences, pour un candidat, un parti. Quand on vote pour un budget participatif, on exprime des préférences sur des projets, et ainsi de suite. Comment votre travail, Jérôme, intervient dans les budgets participatifs ? Je sais que vous êtes impliqué dans les algorithmes dits d'élection ou des algorithmes de démocratie participative. De quoi s'agit-il au juste ?
Il s'agit de prendre des décisions, il s'agit de faire de la démocratie directe, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'élire des représentants qui vont prendre des décisions à notre place, on a des citoyens qui votent directement sur les décisions à prendre. Donc en l'occurrence, des projets publics à implémenter, à financer. Et il y a des questions d'équité importantes qui se posent, hein. Par exemple, si j'ai 51% des individus qui votent massivement pour un ensemble de projets qui fait tout le budget et 49% des individus qui votent pour un autre ensemble de projets, ce serait injuste de décider de financer les projets sur lesquels ont voté les 51%. Donc on développe des algorithmes qui sont plus sophistiqués, plus justes, plus équitables. Mais alors, comment on travaille les paramètres de cet algorithme? C'est-à-dire comment on décide qu'une partie de ces 49% va être financée, et si oui, comment, pourquoi? Et justement, c'est l'algorithme qui va trouver lui-même la façon la plus équitable de satisfaire l'ensemble des individus, en évitant donc ces biais de proportionnalité, ces disproportionnalités où une majorité d'individus verrait la totalité des projets qu'elle soutient financer. Alors concrètement, quand on met en place un algorithme comme ça, comment ça se passe? Avant de travailler sur les formules mathématiques ou autres, est-ce qu'il y a des réunions préparatoires pour justement demander comment va être l'outil? Il y a des critères d'évaluation des algorithmes. Je donne un exemple d'élection parlementaire, les élections allemandes. Le critère principal, c'est que à la fin, on doit avoir un parlement qui est proportionnel aux secondes voix exprimées par les Allemands. Et c'est assez compliqué. C'est une méthode assez sophistiquée, hein, qui répond à certains critères et qui est modifiée d'ailleurs à chaque fois, hein, pour correspondre un peu mieux aux critères. Voilà. Donc c'est un algorithme. Les humains expriment leurs préférences, l'algorithme calcule le résultat, donc on peut dire que c'est l'algorithme, mais l'algorithme il est simple, on le comprend facilement. Les humains ils peuvent vérifier que tout a été fait dans les règles. Mais à la fin, qui prend la décision? Est-ce que ce sont les humains ou les algorithmes? L'algorithme est quand même écrit par un humain, souvent. Oui, et écrit par un On n'est humain. quand même Oui. pas encore à la phase où un algorithme écrit un algorithme qui va prendre la décision. Et cette notion de transparence, elle peut être importante aussi, parce que si les gens ont l'impression que l'algorithme agit en totale autonomie, de manière opaque, c'est sûr que la confiance dans la décision, après, est difficile à obtenir, quoi. Oui, j'ai même parfois l'impression que les humains ne savent pas les mécanismes qui se cachent derrière ces process d'élection, hein. Quand par exemple on est dans les primaires participatives, il y a également un algorithme, et je pense que les personnes qui votent ne savent pas en fait comment va être analysé leur vote. Quand les méthodes de vote sont assez compliquées, par exemple dans le cas des élections parlementaires allemandes, il y a effectivement peu de gens qui seraient capables d'expliquer en détail les spécificités du mécanisme de vote. En France, on a tendance à utiliser des mécanismes de vote jusqu'à présent qui sont simples et que beaucoup de gens comprennent dans les grandes lignes en tout cas. On parle de quoi? On parle des budgets participatifs de la ville de Paris, on parle des primaires citoyennes, on parle de primaires de partis politiques par exemple, on parle de ces algorithmes-là. Oui, de tout ça. Et vous pouvez nous expliquer un peu dans les grandes lignes comment ils fonctionnent, ces algorithmes? Un vote au scrutin majoritaire à 2 tours, comme on a l'habitude de pratiquer en France, et presque exclusivement en France, c'est une spécialité française. On peut voir ça comme un algorithme très simple, hein. Mais il y a des algorithmes qui sont bien meilleurs, hein, qui satisfont beaucoup plus de critères souhaitables, hein, et qui sont mis en place dans d'autres pays, comme le vote unique transférable, par exemple, où on élimine les candidats les uns après les autres. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait. En quoi vos algorithmes peuvent renforcer justement la démocratie participative? Il la facilite parce que les outils numériques permettent de mettre en œuvre des mécanismes qui seraient peut-être possibles de mettre en œuvre sans les machines, mais très fastidieux, très compliqués. Donc, elle facilite la mise en œuvre de ces mécanismes, donc elle renforce la démocratie participative. En préparant cette émission, vous expliquiez que les algorithmes pouvaient se révéler parfois un peu essentiels en ce qui concerne les décisions collectives de financement de biens publics ou les budgets participatifs, ça on vient de le voir. Mais vous expliquiez également sur des réalisations concrètes que des algorithmes pouvaient aider également à des allocations plus équitables de ressources. Donc, dit comme ça, c'est un peu vague. Et vous donniez un cas très concret qui était l'allocation de respirateurs pour des patients en ayant besoin.
Oui, là, il y a différents critères, hein. Il y a, l'espérance de vie, il y a les priorités données, par exemple, au personnel médical et ainsi de suite. Donc comment on combine ces différents critères, hein, voilà, c'est des décisions, qui sont difficiles à prendre, hein. Et effectivement, on va donc construire un algorithme qui intègre ces différents critères. Alors quand vous dites on va construire un algorithme, comment ça se passe concrètement? Parce que en fait moi ce qui m'intéresse aussi et ce qui intéresse dans ce podcast sont les humains derrière la machine. Est-ce qu'on décide tout seul? Quels vont être les critères? L'importance de ces différents critères, c'est les humains qui la donnent. Alors, ça peut, dans certains cas, être des équipes de médecins, ça peut être l'État, ça peut même être les citoyens. Ça se fait pas encore, hein. Les citoyens qu'on va interroger massivement pour savoir quelles sont leurs préférences, hein. D'accord. Alexandre, sur ces enjeux justement de création d'algorithmes, quels sont pour vous les fondamentaux éthiques qu'on doit avoir? Parce que derrière, il y a, je pense que dans la conception de ces outils, il y a quand même de fortes phases préparatoires, j'imagine. Ben, disons que les fondations éthiques, la première, je pense, c'est la transparence. Enfin, c'est un besoin en démocratie quand même de savoir comment la décision a été prise et par qui. Donc, je sais pas, dans un parlement, il y a normalement des choses qui sont faites pour assurer la transparence de la décision. Donc, si on met en place un algorithme pour prendre une décision, à un moment ou à un autre, il faut assurer cette transparence et donc, du coup, son explicabilité. Donc, c'est un terme un peu, capable d'expliciter du moins les critères utilisés. Un exemple moi, qui me paraît amusant, c'est de voir la réaction du public par rapport à Parcoursup, par exemple, qui est un algorithme d'allocation, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça des ressources, mais ça revient un peu à ça, du moins en théorie. Et on voit la manière dont le public, les gens en général, ont perçu l'arrivée de cet algorithme. Il y en avait eu un avant, donc j'ai oublié le nom. APB. APB, voilà. Et là, on voit qu'il y a une difficulté encore aujourd'hui pour le public à interagir avec cet algorithme, à comprendre comment il fonctionne. Peut-être qu'il y a un défaut aussi de pédagogie de l'État ou je sais pas de quelle institution devrait le faire. Mais en tout cas, d'un point de vue éthique, si on veut que les choses soient adoptées de manière éclairée et positive, il faut effectivement la transparence, quoi. C'est un très bon exemple, Parcoursup, parce que quand on est passé d'APB à Parcoursup, effectivement, on est passé à une méthode un petit peu plus compliquée et qui nécessite plus d'interaction, mais qui satisfait beaucoup plus de critères. Par exemple, elle est pas manipulable alors que APB était manipulable, en ce sens que les étudiants étaient incités enfin, avaient intérêt à exprimer des préférences non sincères, ce qui n'est plus le cas de Parcoursup. Et après, par exemple, si on continue sur l'exemple de Parcoursup, il y a le problème je sais pas comment le traduire, de la fairness. Donc, qui est un terme qui désigne le fait qu'on devrait être capable de connaître les critères vraiment utilisés par l'algorithme qui prend la décision et de s'assurer que certains critères qu'on trouve non éthiques, justement, ne soient pas pris en compte dans la décision. Donc un exemple standard, c'est que si on apprend un modèle pour allouer, je sais pas, une ressource comme un crédit sur certaines données et qu'il y a des biais sociaux dans ces données-là, du coup on va reproduire ces biais sociaux dans cet algorithme-là. De toute façon, de manière générale, il faut un peu dissocier les algorithmes qui en fait ne font que exploiter les données, donc reflètent les données, et des algorithmes qui prennent des décisions. Ça peut être deux choses qui peuvent se distinguer parfois. Et on a l'impression à chaque fois que les humains, les utilisateurs, les utilisatrices cherchent à tout prix à comprendre comment fonctionne l'algorithme, et c'est ce qui a donné, je pense, pour admission post-bac, APB, des réponses insincères. C'est-à-dire, des gens se sont dit, eh bien, si l'algorithme fonctionne de telle manière, j'ai intérêt à mettre dans mon premier choix des choses qui vont être extrêmement demandées et auxquelles je n'aurai pas accès, mais de toute façon, je m'en fiche, pour avoir mon vrai premier choix qui est en fait en 4e place. Oui, c'est ce genre de choses, oui. Alors, ces mécanismes-là, on les retrouve aussi sur Facebook, avec des différents groupes de pression qui vont chercher à faire en sorte que leurs publications passent en premier ou ne sortent pas de certains cercles. Comment on vit avec ça quand justement on conçoit des algorithmes ? Je sais pas, je suis pas sûr que l'exemple de Facebook, enfin pour moi en tout cas, c'est pas l'exemple le plus approprié parce que d'une certaine manière, la finalité de Facebook et la finalité de, par exemple, Parcoursup est pas forcément la même.
Et donc, Facebook n'aura pas forcément envie de corriger les mêmes biais qu'on aura envie de corriger sur Parcoursup. Donc après, pour corriger les biais, déjà, il y a aussi un rapport à l'équité. C'est-à-dire que si par exemple, on Parcoursup, on peut supposer que la volonté première, c'est de respecter un certain nombre de critères sur l'équité d'accès au supérieur, à l'enseignement supérieur. Et il faut que les gens soient prêts à l'accepter. Si c'est ma fille qui est sur Parcoursup et qu'elle n'a pas son vœu, est-ce que je suis très content que Parcoursup respecte l'équité? C'est pas évident. Enfin, j'en reparlerai dans quelques mois. Et donc, cette équité, il faut qu'elle soit acceptée aussi par l'utilisateur. Donc après, la volonté de contourner ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, je pense, assez vieux comme le monde. Après, nous, comment on peut faire dans les algorithmes? Là, il y a un travail, effectivement, qui est difficile et qui est long. Enfin, je sais pas, Jérôme, ce que t'en penses, mais par rapport à aller chercher quelle situation va provoquer une inéquité et comment on va la corriger, je sais pas, c'est pas facile, hein, moi je dirais. Et souvent, ça demande du temps, puisque justement, APB a été utilisé plusieurs années avant qu'on s'aperçoive que effectivement, ça n'allait pas et qu'il fallait corriger ça. Et enfin, moi je voulais distinguer ça par exemple de Facebook parce que bon, même si c'est dans l'actualité, c'est pas pour faire rebond sur cette actualité, mais c'est un secret pour personne que Facebook est une entreprise à caractère commercial et donc est une régie d'une certaine manière de publicité et que donc elle n'a pas le même rapport à l'équité et aux abus que pourraient avoir certains vis-à-vis de ce système, quoi. On est justement là dans la dualité des différents algorithmes, avec certains qui abusent peut-être d'une chose ou dont le but, en ce qui concerne Facebook, on l'a bien vu, c'est de faire rester les gens le plus longtemps, finalement par tous les moyens. C'est-à-dire rester pour être exposé à la publicité. Et donc, si pour rester plus longtemps, on doit activer des mécanismes de colère, c'est ce qu'explique la lanceuse d'alerte actuellement, eh bien, c'est ce qui a été fait. Les autres algorithmes dont vous parliez étaient plus centrés sur justement quelque chose de plus équitable et d'aide à la démocratie. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus, justement sur en quoi vraiment ces algorithmes peuvent rendre la démocratie meilleure. Eh bien, il facilite la mise en œuvre de processus de décision complexes. Le budget participatif, par exemple, il faut encore faire là une fois de plus la différence entre algorithme et machine. Pour être capable de prendre une décision sur les projets qu'on finance, à partir des préférences exprimées par les citoyens, il faut un algorithme. Il est simple ou il est sophistiqué, mais il faut un algorithme. Pour le mettre en œuvre de façon raisonnable, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de travailler, de faire tourner l'algorithme à la main pendant des années ou des siècles, ben oui, là, il faut des machines. Donc, en fait, ces machines, elles permettent de faire un tas de choses qu'on aurait renoncé à faire sans machine. Ça aurait été trop fastidieux, trop long. Donc, de mon point de vue, c'est bénéfique. Oui, sur un autre versant, il y a le fait que pour prendre la décision, l'humain, enfin, dans la démocratie, l'humain va avoir besoin d'un accès à l'information et que si on prend typiquement un exemple un peu électoral, le fact-checking, par exemple, est quelque chose où les algorithmes peuvent aider clairement à accélérer ce processus-là. Alors c'est marrant parce que du coup, on a les deux versants. Hein. On a beaucoup de gens ont dit récemment que, entre guillemets, les algorithmes ou l'IA favorisaient la diffusion de fake news. Mais en même temps, on pourrait aussi très bien déployer des outils très similaires, en tout cas, pour aller dans l'autre sens et faire du fact-checking. Donc il y a les deux faces à chaque fois. Je pense que tout exemple positif qu'on pourra prendre aura son versant négatif en fait pour les algorithmes. Oui, il semblerait que ce soit une question un petit peu de volonté. Et donc, ça nous amène aussi à parler finalement d'un peu un autre versant des IA, un versant un peu plus sombre, hein, enfin, en tout cas des algorithmes. Beaucoup voient justement ces outils comme un danger à la démocratie dans leurs abus. Est-ce que vous partagez un peu ces avis ou est-ce que vous avez pu, on parlait de Facebook tout à l'heure, mais il y a d'autres exemples, voir justement des exemples un peu plus embêtants hein, dans notre accès à l'information, par exemple. Il est sûr que le respect de la vie privée, par exemple, la démocratie peut aussi fonctionner sur le fait que chaque personne, si elle veut exercer sa liberté de penser, elle peut avoir le secret en fait de son opinion. Donc c'est le secret du vote, par exemple, qui est un problème important. Donc le secret de l'opinion est important dans la démocratie. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec entre guillemets les algorithmes, c'est quand même difficile de garder
une vie privée. Et après, historiquement, il faut voir aussi que beaucoup des algorithmes qu'on utilise, donc comme typiquement la reconnaissance vocale, sont des algorithmes qui ont été développés pendant longtemps, ou du moins le financement de ces développements ont été financés pendant longtemps par des applications plus militaires, on va dire, ou plus d'espionnage. Donc il y a des entreprises françaises qui ont, pendant des années, vendu des produits très très performants, clés en main pour des pays, par exemple, pour analyser toutes les conversations téléphoniques des citoyens. Donc ça peut se faire. Donc ce danger-là, il est présent. Surtout que maintenant, on est passé bien au-delà. Donc les gens se géolocalisent volontairement, publient à peu près tout leurs états d'humeur volontairement. Et donc ces données-là, elles sont à disposition de certains acteurs. Et c'est effectivement potentiellement dangereux. Mais après, c'est aussi une question de responsabilisation de l'individu dans la démocratie. Pour ce qui est de la décision collective, j'ai moins de choses à dire. Clairement, il y a moins de danger. Il y a moins de danger parce que c'est plus encadré, parce que les choses sont un peu plus cadrées éthiquement. Sans doute parce que l'informatique joue un rôle un peu moins crucial. Elle n'est là vraiment que comme outil intermédiaire, alors que dans ce dont parlait Alexandre, elle joue un rôle beaucoup plus crucial et surtout moins maîtrisable, moins explicable. Voilà. Les algorithmes sont souvent plus sophistiqués. Oui, puis il y a aussi sur le développement, on va dire, des idées ou entre guillemets de communauté en fait, où les algorithmes peuvent jouer un rôle. Alors actuellement, on trouve plutôt ça négatif parce que on prend des exemples comme les QAnon par exemple, et on peut trouver d'autres exemples de polarisation de l'opinion. Et c'est vrai que quand en fait le cercle avec des gens avec qui on interagit dépend d'algorithmes, ça peut causer un problème si on se base que là-dessus. En fait, le rôle de la démocratie ici, ce serait justement d'interagir et de prendre en compte ces phénomènes-là. Je pense qu'on en est à une phase un peu balbutiante pour ça. C'est-à-dire que comment la démocratie intègre les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est plutôt les réseaux sociaux qui intègrent la démocratie. Donc il faut peut-être laisser un peu de temps à ça, mais voilà, il faut faire attention. Le temps peut s'avérer quand même une dimension assez problématique quand on a justement des QAnon qui marchent sur le Capitole, qu'on a des mouvements contestataires ou déniant une réalité basique qui font florès et se retrouvent parfois le samedi dans une ville où l'exemple des QAnon très récents dans lesquels à Dallas qui attendait l'arrivée du fils de JFK pour remettre Donald Trump au pouvoir. Vu de l'extérieur, c'est du plein délire, mais pour ces personnes-là, c'est leur réalité. Et ça, c'est uniquement de la bulle de filtre. Après, la crédulité des gens, est-ce que les algorithmes ne sont là que comme un catalyseur, et est-ce que cette crédulité, elle répond pas à des problèmes plus profonds? Je sais pas, ça c'est une question moi que je suis absolument pas compétent. C'est sûr que si on veut manipuler certaines communautés, les algorithmes sont un outil très efficace. Maintenant, je pense que la manipulation de l'opinion ne date pas de Facebook. Oui, ça fait 2000 ans qu'on a des rumeurs et des fake news. Non, par contre, il y a quand même quelque chose aussi par rapport à, effectivement, on se focalise beaucoup sur la dimension négative des réseaux sociaux par rapport à la démocratie, mais la démocratie, elle souffre aussi, par exemple, certaines personnes disent que dans la démocratie actuellement, par exemple en France, il y a un problème sur la participation, l'implication des gens dans la démocratie. Et là, par contre, les outils, les algorithmes peuvent apporter peut-être une forme de renouvellement. Et comment, par exemple, un algorithme peut aider à améliorer la participation des Français à des votes nationaux ou internationaux ou européens? Je distinguerais l'élection de représentants d'un président ou de députés d'outils de démocratie directe comme les budgets participatifs, par exemple. Pour l'élection de représentants, je ne pense pas que les algorithmes permettent de renforcer la participation, par exemple, ou l'intérêt à l'élection. Ils sont là vraiment comme un outil technique, un outil intermédiaire technique. En revanche, pour les budgets participatifs, oui, là, ils permettent de mettre en œuvre des méthodes qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre de façon raisonnable sans l'informatique. Et là, ils vont effectivement booster la participation. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la Suisse, où en Suisse, ils ont en dehors des problèmes d'algorithmes et de machines, une tradition plus ancrée avec l'usage du référendum un peu, pas systématique, mais fréquent du moins. Et on peut imaginer que maintenant, avec les capacités effectivement informatiques que l'on a, avoir une relation, alors
avec un référendum ou avec une forme de sondage de l'opinion. Alors, pas un sondage au sens prévision des opinions, mais d'avoir une réponse un peu plus en temps réel sur la pensée, le ressenti des personnes par rapport à certaines décisions. Ça peut aider quand même à réimpliquer les personnes dans la démocratie qui parfois se sentent éloignées des décisions prises. C'est très bien l'exemple des référendums parce que justement avec l'informatique, avec des algorithmes sophistiqués, on peut arriver à faire des choses comme ben voilà, il y a ces 2 questions qui sont mises au référendum et en fait je veux en adopter une seulement si l'autre n'est pas adoptée. Ou je vais en adopter l'une seulement si l'autre est adoptée. Voilà. Et ça, ce serait difficile à faire sans informatique. Ce serait possible, mais ce serait compliqué et fastidieux. Okay. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour ces débats qui ne font pas qu'assombrir notre vision de la démocratie, mais qui au contraire nous permettent de rêver à horizon 2024, 2025, 2026 à des choses un peu plus joyeuses. Merci beaucoup Jérôme Lang, merci beaucoup Alexandre Alauzin et à bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes. Notre but ? Avoir une approche réflexive sur l'IA au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Pensez à connecter avec l'Université Paris-Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles, plein d'étoiles, des cœurs dans vos applis préférées. Merci aux humains qui rendent ce podcast possible, à commencer par l'indispensable Aurélien Thom, à la prise de son, au montage et à la création musicale. Dans notre prochain épisode, nous évoquerons des questions de formation grâce au numérique. Allô ? Vous m'entendez ? Kevin, allume ta caméra, j'en ai assez de faire court devant un écran noir. Célia, pense à couper ton micro quand tu es en TD, s'il te plaît. James, pourrais-tu ne pas plier ton linge pendant mes interventions ? Pensez à connecter avec des humains, c'est important. Et rendez-vous dans un mois.